Une nouvelle histoire attend dans l'ombre. Bienvenue à Histoire de famille. Avant de faire la lumière sur le mystère d'aujourd'hui, dites-nous. De quelle ville nous écoutez-vous en ce moment précis? Silence maintenant. Car le récit commence. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 35 ans, et ma spécialité est de suivre les espèces menacées à travers l'Europe. Mes grands-parents m'ont légué leur petit chalet en bordure du parc national de la Vanoise en Savoie, mon sanctuaire entre les expéditions de recherche. Après 6 mois en Laponie suédoise à documenter les schémas de migration des loups, je suis rentré à la maison pour un dîner de famille où mon frère, Damien, a annoncé d'un air suffisant « J'ai vendu ta petite maison pour 800 000 €. Ma famille a applaudi, qualifiant cela de ma première décision intelligente. Si seulement ils savaient que la propriété était une terre protégée par le gouvernement français. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez. Abonnez-vous si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui pensaient mieux savoir que vous ce qui est bon pour votre propre vie. Ayant grandi dans la banlieue de Lyon, ma famille n'a jamais compris ma fascination pour la faune et la conservation. Mes parents, Richard et Sophie Dubois, ont bâti une entreprise prospère de développement immobilier, transformant des espaces naturels en centres commerciaux et en condominiums de luxe. Ils ont élevé leurs 3 enfants pour qu'ils suivent leurs traces, leur inculquant des valeurs centrées sur la réussite financière et l'acquisition matérielle. Ma sœur aînée, Nathalie, est devenue avocate d'affaires spécialisée en droit immobilier commercial, tandis que mon frère cadet, Damien, a rejoint l'entreprise familiale, désireux de faire ses preuves en tant que fils unique. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, la rêveuse, qui préférait attraper des grenouilles dans les étangs locaux plutôt que d'assister à des visites de maison. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que j'étais différente. Alors que mes frères et sœurs collectionnaient des vêtements de marque et des gadgets électroniques, j'économisais mon argent de poche pour faire des dons à des fonds de conservation de la faune. Les murs de ma chambre affichaient des posters d'espèces menacées plutôt que de pop stars. Les vacances en famille dans des complexes hôteliers et des parcs à thème me laissaient désireuse d'aventures en pleine nature. L'université a marqué ma première véritable évasion. Alors que mes parents s'attendaient à ce que j'étudie le commerce ou le droit, j'ai poursuivi des études de biologie, obtenant finalement un doctorat en biologie de la conservation. Chaque vacances scolaires donnait lieu à des conversations tendues sur le moment où j'allais grandir et trouver un vrai travail avec un réel potentiel de revenus. Mes postes de recherche et mes études de terrain dans des régions reculées étaient considérés comme des voyages de camping prolongés plutôt que comme un travail scientifique légitime. Damien, de 5 ans mon cadet, a toujours trouvé mes choix de carrière particulièrement amusants. Jouer avec les animaux, disait-il, incapable de comprendre la recherche scientifique rigoureuse impliquée dans mes efforts de conservation. Notre relation s'est encore détériorée après le décès de nos grands-parents il y a 7 ans. Mes grands-parents maternels, contrairement à leur fille, avaient une profonde appréciation pour la nature. Ils possédaient un modeste chalet de 2 chambres sur 40 acres de terrain en bordure du parc national de la Vanoise en Savoie. Tout au long de mon enfance, j'y ai passé des étés avec eux, apprenant à identifier les plantes indigènes, à suivre la faune et à respecter l'écosystème délicat. Mon grand-père, un professeur de biologie à la retraite, a nourri ma curiosité scientifique, tandis que ma grand-mère, une naturaliste expérimentée, m'a appris à me déplacer silencieusement dans la forêt, en observant sans déranger. Quand ils sont décédés à quelques mois d'intervalle, j'ai été dévasté. À la surprise de tous, ils m'ont légué spécifiquement le chalet et les terres environnantes dans leur testament. Mes parents et mes frères et sœurs ont été choqués, ayant supposé que la propriété serait vendue et que les profits seraient partagés équitablement. Le chalet lui-même n'avait rien de spectaculaire, construit dans les années 1950 avec un charme rustique mais peu de commodités modernes. Sa valeur résidait dans le terrain, situé près de zones de vacances de plus en plus populaires où de riches citadins cherchaient des retraites à la montagne. Dès l'instant où j'ai hérité de la propriété, ma famille m'a pressé de vendre. Tu pourrais acheter un bel appartement à Lyon, soutenait ma mère. Pourquoi garder un chalet délabré que tu visites 2 fois par an? Damien était particulièrement persistant, m'envoyant fréquemment les prix de propriétés similaires qui s'étaient vendus pour des sommes impressionnantes. Cet argent pourrait lancer ta vraie vie, disait-il, comme si mon existence actuelle n'était qu'une parenthèse en attendant quelque chose de plus conventionnel. Ce que ma famille n'a jamais compris, c'était mon lien émotionnel profond avec cette terre. Le chalet représentait plus qu'un bien immobilier. C'était mon foyer spirituel, l'endroit où je me sentais le plus connecté à mon travail et à ma mission. Je l'ai rénové au minimum, en conservant son caractère rustique tout en ajoutant des panneaux solaires et un petit espace de travail pour analyser les données de terrain.
entre les expéditions de recherche, je m'y retirais pour rédiger des articles scientifiques et me ressourcer dans la nature environnante. Il y a 3 ans, les problèmes financiers de Damien ont commencé après plusieurs projets d'investissement ratés. Toujours attiré par les opportunités de devenir riche rapidement, il a perdu une somme importante dans la spéculation sur les crypto-monnaies, suivie d'une entreprise de restauration mal avisée qui a fermé en moins de 6 mois. Sa solution a été de prendre des transactions immobilières de plus en plus risquées au sein de l'entreprise familiale, certaines frôlant les limites de l'éthique. Mes parents, en particulier mon père, couvraient ces pertes, expliquant à plusieurs reprises que c'était de l'expérience professionnelle. Pendant cette période, Damien a renouvelé sa campagne pour que je vende le chalet. Ses suggestions sont devenues des exigences à peine voilées, souvent accompagnées de commentaires sur la loyauté familiale. Si tu te souciais vraiment de cette famille, tu vendrais cette propriété sans valeur et tu aiderais l'entreprise, a-t-il dit lors d'un dîner de Noël particulièrement houleux. Mes refus étaient accueillis par des roulements d'yeux et des accusations d'égoïsme. Ma dernière visite à la maison avant mon expédition en Laponie a mis en évidence le fossé grandissant. Damien venait de perdre un autre investissement important et buvait beaucoup lors d'un dîner de famille. Tes précieux animaux ne contribuent en rien à la société, a-t-il bredouillé à travers la table. Tu gâches ton éducation à jouer au garde forestier tout en refusant d'aider ton propre frère. Je suis parti tôt ce soir-là, blessé par ces paroles et l'accord silencieux dans les expressions de mes parents. 2 semaines plus tard, je suis parti pour la Laponie, passant 6 mois dans la nature sauvage et reculée, à suivre les populations de loups menacées par le changement climatique. La communication se limitait à de rares appels de contrôle par téléphone satellite avec mon partenaire de recherche et à des emails mensuels lorsque nous atteignions des villages avec un accès Internet. Ma famille était au courant de mon expédition et de sa durée, bien qu'elle ait montré peu d'intérêt pour les détails. Mes parents ont envoyé un bref email disant qu'ils étaient fiers de mon hobby et espéraient que je trouverais ma voie à mon retour. Après avoir terminé mes recherches, documentant des données vitales sur les changements des schémas de migration, je suis retourné à Lyon, épuisé mais comblé. J'avais prévu de rester chez Léa, mon amie d'enfance et la seule personne qui soutenait vraiment mes choix de carrière, pendant quelques jours avant de me rendre à mon chalet en Savoie. Elle m'a mentionné que ma famille avait prévu un dîner de bienvenue, ce qui m'a surprise étant donné notre relation tendue. Je ne savais pas que ce dîner révélerait une trahison au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Une trahison qui mettrait à l'épreuve non seulement ma relation avec ma famille, mais aussi mon engagement envers la terre que j'avais juré de protéger. Après 6 mois dans la nature sauvage de Laponie, la banlieue de Lyon me semblait étrangère. Les pelouses parfaitement entretenues, les maisons identiques et le bourdonnement constant de la circulation créaient une surcharge sensorielle après des mois de paysages sonores naturels et de grands espaces. Je suis arrivé à la maison bourgeoise de mes parents dans le quartier aisé de la Croix-Rousse avec un nœud d'appréhension dans l'estomac. Les réunions de famille se passaient rarement bien pour moi, mais Léa m'avait encouragé à y assister, suggérant que ma longue absence aurait pu donner à chacun un peu de perspective. Maman m'a accueilli avec sa bise standard près de ma joue, en prenant soin de ne pas tacher son maquillage ou de déranger son carré blond parfait de salon. Chloé, ma chérie, tu as l'air en bonne santé, a-t-elle dit, son ton suggérant que, en bonne santé, n'était pas nécessairement un compliment. Papa m'a offert une poignée de main ferme au lieu d'une étreinte, sa salutation traditionnelle qui a toujours maintenu une distance émotionnelle between nous. Nathalie, ma sœur aînée, a hoché la tête froidement depuis le salon, un verre de vin de marque déjà à la main. Damien est arrivé en dernier, faisant une entrée remarquée dans une nouvelle voiture de sport de luxe qui a crissé dans l'allée. Il est entré dans la maison vêtu d'un costume cher et avec un air de confiance inhabituel qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. À 30 ans, mon frère avait toujours eu une assurance qui dépassait ses réalisations, mais ce soir, il semblait particulièrement satisfait de lui. La femme des bois retourne à la civilisation, a-t-il annoncé, me regardant de haut en bas avec un dédain à peine dissimulé pour mes vêtements pratiques et mon maquillage minimal. Tu as oublié comment utiliser une brosse à cheveux là-bas avec les ours? J'ai forcé un sourire, trop fatigué pour la confrontation. Content de te voir aussi, Damien. Les loups te saluent. Le dîner a été servi dans la salle à manger formelle, un espace réservé aux occasions spéciales et aux discussions importantes. Maman avait commandé chez un traiteur haut de gamme, les plats étaient artistiquement disposés mais manquaient du réconfort d'une cuisine maison. Papa a ouvert une bouteille de vin coûteuse, servant généreusement tout le monde sauf moi, supposant à tort que mon travail de conservation équivalait à un rejet de tous les plaisirs de la vie. La conversation coulait autour de moi comme une rivière autour d'une pierre.
Nathalie a parlé de sa récente promotion et du condominium de luxe qu'elle était en train d'acheter. Maman a détaillé leur prochaine croisière en Méditerranée tandis que papa partageait fièrement l'expansion de l'entreprise dans un nouveau développement de banlieue. J'ai peu contribué, sachant que mes histoires de suivi de la faune à travers des tempêtes de neige n'impressionneraient pas ce public. Au milieu du plat principal, Damien a fait teinter son verre, attirant l'attention de tous. Son sourire s'est élargi alors qu'il me regardait directement. Je pense que nous devrions porter un toast à Chloé, a-t-il dit en levant son verre. Son retour de la nature coïncide avec d'excellentes nouvelles financières. Je me suis tendu, incertaine de ce qu'il pouvait bien vouloir dire. Mes bourses de recherche avaient été renouvelées, mais ce n'était guère une nouvelle digne d'intérêt pour cette foule matérialiste. Pendant que tu jouais avec les loups, Serette, je me suis occupé de ce petit problème de propriété que tu avais, a poursuivi Damien, sa voix dégoulinant d'autosatisfaction. J'ai vendu ta petite maison pour 800 000 €. La table a éclaté en acclamations et en félicitations. Mes parents, rayonnant de fierté. Enfin, s'est exclamé maman. Enfin, tu prends des décisions intelligentes pour ton avenir. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Cet argent, bien investi, pourrait te mettre bien à l'abri. Damien a d'excellentes suggestions sur où le placer. Nathalie a levé son verre. Bienvenue dans la vie d'adulte, petite sœur. Je suis resté figé, la nourriture se transformant en cendres dans ma bouche alors que je réalisais ce que j'entendais. Mon chalet, mon sanctuaire, ma base de recherche, vendue à mon insu et sans mon consentement. La propriété qui m'avait été spécifiquement léguée par mes grands-parents, la terre que j'avais juré de protéger, vendue par mon propre frère. 1000 questions se bousculaient dans ma tête. Comment avait-il pu réaliser une vente sans ma signature? Qui achèterait une propriété sans rencontrer le véritable propriétaire? Quelle manœuvre légale avait-il employée pour réussir cela? Pourtant, sous le choc, une autre émotion a fait surface, une certitude calme. Je savais quelque chose que ma famille ne savait pas. Quelque chose qui ferait que cette vente frauduleuse se retournerait de façon spectaculaire contre eux. Plutôt que d'exploser de colère, j'ai pris la décision en une fraction de seconde de rester silencieuse et de laisser les événements se dérouler naturellement. Qui étaient les acheteurs, ai-je demandé, en gardant ma voix soigneusement neutre. Damien s'est rengorgé de fierté. Un cadre de la tech et sa femme de Genève. Il prévoit de démolir cette bicoque et de construire une retraite de montagne moderne. Ils ont payé le prix demandé, sans négocier. Ils étaient si pressés qu'ils ont même géré la plupart des formalités administratives à distance. Comment as-tu exactement géré la vente sans moi? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de l'étendue de sa fraude. Mon frère a fait un geste dédaigneux. Une procuration. Tu l'as signée il y a des années pour les urgences, tu te souviens? En plus, j'ai géré toutes les communications. Je leur ai dit que tu étais injoignable en expédition. Assez facile de signer ton nom après s'être entraîné quelques fois. Mes parents ont échangé un rapide regard qui a confirmé qu'ils étaient au courant de cette tromperie. Ils l'avaient permis, peut-être même encouragé. L'argent est déjà sur un compte séquestre, a poursuivi Damien avec enthousiasme. Une fois que tu auras signé les documents de transfert final, nous pourrons le déplacer vers d'excellentes opportunités d'investissement que j'ai préparées. L'entreprise familiale pourrait bien utiliser une injection de liquidité en ce moment, et il t'en resterait encore beaucoup pour te trouver un logement convenable en ville. L'aveu désinvolte de fraude, de falsification et d'usurpation d'identité m'a stupéfié. Dans leur monde, ce n'était pas une activité criminelle, mais une manœuvre commerciale habile, justifiée parce qu'elle correspondait à leurs valeurs. C'est vraiment pour ton bien, Chloé, a ajouté ma mère, tendant la main pour tapoter la mienne avec condescendance. Ce chalet était un gaspillage de potentiel. Tes grands-parents avaient de bonnes intentions, mais ils ne comprenaient rien à l'immobilier. Tu devrais remercier ton frère, est intervenu mon père. Les impôts fonciers rongeaient toute valeur, et les coûts d'entretien pour un endroit que tu visites à peine n'avaient aucun sens financier. J'ai pris une lente gorgée d'eau, gagnant du temps pour contrôler mon expression. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient fait, de la tempête juridique qu'ils venaient de déchaîner. Mon silence a été clairement interprété comme un choc ou une soumission plutôt que la pause stratégique qu'il était en réalité. Alors, a insisté Damien, impatient de recevoir de la gratitude ou une reconnaissance. Tu ne vas rien dire? 800 000 €, c'est une somme qui change la vie pour quelqu'un comme toi. J'ai regardé autour de la table ma famille, ces gens qui prétendaient m'aimer,
mais qui avait si peu de respect pour mes choix, ma propriété ou mes droits légaux. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. C'est certainement une nouvelle intéressante, ai-je dit prudemment. Quelle est la date de clôture de la vente? Damien avait l'air triomphant. C'est déjà fait. Les derniers papiers ont été signés hier. J'allais te faire la surprise avec le chèque, mais je ne pouvais pas attendre de partager la bonne nouvelle. Félicitations alors, ai-je répondu en levant mon verre de vin à peine touché. À de nouveaux départs. Ils ont trinqué avec enthousiasme, interprétant mon calme comme une acceptation. Ils ne se doutaient pas que je calculais mentalement le temps exact qu'il faudrait aux autorités françaises pour découvrir la vente non autorisée d'une terre protégée et les conséquences juridiques qui attendaient toutes les personnes impliquées dans cette transaction frauduleuse. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flot d'autosatisfaction. Ma famille s'est lancée dans des plans détaillés pour mon argent, débattant des stratégies d'investissement et des propriétés potentielles que je devrais envisager, sans jamais me demander ce que je pourrais vouloir. J'ai hoché la tête et souri aux moments opportuns, tandis qu'une conversation différente se déroulait dans mon esprit, une conversation impliquant des gendarmes, des lois sur la protection de l'environnement et de graves accusations criminelles pour fraude. En partant ce soir-là, Damien m'a serré dans ses bras avec une chaleur inhabituelle. « Fais-moi confiance, Serette, tu me remercieras pour ça. J'ai juste fait ce que tu n'as jamais eu le courage de faire toi-même. » J'ai regardé dans ses yeux, ne voyant rien d'autre qu'une conviction absolue en sa propre justesse. « Je crois que les choses se passeront exactement comme elles le devraient, ai-je répondu sincèrement. En retournant à l'appartement de Léa, j'ai passé un seul appel à mon avocat, expliquant brièvement la situation. Sa réponse a été immédiate et décisive. « Ne fais rien. Laisse-les découvrir le problème par eux-mêmes. Toute action de ta part maintenant pourrait impliquer dans le pétrin qu'ils ont créé. » J'ai accepté, raccrochant avec la certitude que je n'aurais pas à attendre longtemps pour que la justice trouve le chemin de la porte de mon frère. Ce que ma famille n'a jamais su, ce que je leur avais délibérément caché, c'était la véritable nature de la propriété de mes grands-parents et les protections légales qui l'entouraient. Ce n'était pas simplement un chalet dans les bois. C'était une terre inscrite dans l'un des programmes nationaux de conservation les plus stricts du pays. 3 mois après avoir hérité de la propriété, j'ai reçu la visite de 2 fonctionnaires du gouvernement alors que je séjournais au chalet. D'abord alarmé, je les ai invités à prendre un café, m'attendant peut-être à un contrôle de routine sur les limites de la propriété ou les droits d'eau. Ce qu'ils ont révélé a changé toute ma compréhension de mon héritage. Mademoiselle Dubois, a commencé le fonctionnaire plus âgé, se présentant comme le directeur régional du Programme national de conservation des terres. Vos grands-parents ont inscrit cette propriété dans notre initiative de conservation perpétuelle il y a 27 ans. Nous sommes ici pour confirmer que vous comprenez les implications légales de ce statut. Il a ensuite expliqué que mes grands-parents, préoccupés par la pression croissante du développement sur la forêt nationale, avaient conclu un accord juridiquement contraignant avec le gouvernement. En échange d'importants avantages fiscaux de leur vivant, ils avaient placé des servitudes de conservation permanente sur la propriété. Ces servitudes transféraient essentiellement les droits de développement au gouvernement tout en leur permettant de conserver la propriété et la résidence. L'accord spécifiait que la terre devait rester dans son état naturel à perpétuité, interdisant la subdivision, le développement commercial ou toute modification significative du paysage. Le modeste chalet et ses environs immédiats étaient exemptés, autorisant un usage résidentiel, mais les 38 acres restants étaient une nature sauvage légalement protégée. Cet accord se transmet avec la terre, Mademoiselle Dubois, a expliqué le jeune fonctionnaire en me tendant un épais dossier de documents juridiques. Il ne peut être annulé par les futurs propriétaires, et toute vente de la propriété doit divulguer ces restrictions de manière bien visible. Le nouveau propriétaire serait lié par les mêmes restrictions légales. Je me souvenais que mon grand-père avait mentionné des efforts de conservation, mais je n'avais aucune idée de la nature juridique formelle de leur engagement. En examinant les documents, j'ai découvert quelque chose d'encore plus significatif. La propriété était désignée comme habitat essentiel pour 3 espèces menacées, dont une orchidée rare trouvée dans seulement 7 endroits à l'échelle nationale. En raison de la désignation d'habitat essentiel, toute transaction impliquant cette propriété déclenche automatiquement un examen par l'État, a expliqué le directeur. Notre bureau doit être averti avant toute vente, et les acheteurs doivent signer une reconnaissance des exigences de conservation. Au cours des années suivantes, j'ai embrassé cet héritage de tout cœur. Avec ma formation en biologie de la faune, j'ai mené des études supplémentaires sur la propriété, documentant cette autre espèce rare ou menacée.
J'ai soumis ces données aux autorités nationales, renforçant le statut protégé de la propriété. J'ai établi une petite station de recherche dans le chalet, accueillant des étudiants en master qui étudiaient l'écosystème environnant. Pendant mon séjour là-bas, j'ai travaillé en étroite collaboration avec les responsables de l'Office national des forêts et les agents de conservation, devenant bien connus et respectés dans les cercles environnementaux locaux. Le chalet lui-même est resté simple, mais je l'ai amélioré avec des panneaux solaires et des systèmes de collecte d'eau de pluie peu invasifs, le rendant presque autosuffisant. J'ai soigneusement entretenu des sentiers qui minimisaient l'impact sur les zones sensibles tout en permettant l'observation scientifique nécessaire. Chaque amélioration a été documentée et approuvée par les responsables de la conservation, créant un épais dossier de correspondance entre moi et diverses agences gouvernementales. J'ai assisté à des réunions annuelles avec les directeurs régionaux du programme de conservation, soumis les rapports de suivi requis et participé à l'étude écologique des terres domaniales adjacentes. Ce qui rendait la situation particulièrement précaire pour mon frère était un développement survenu 18 mois avant mon expédition en Laponie. Le statut de conservation de la propriété a été élevé après que j'ai documenté des couples nicheurs d'aigles royaux, une espèce protégée au niveau national. Cela a déclenché des protections supplémentaires en vertu de la directive oiseaux européenne, exigeant une notification à l'Office français de la biodiversité, OFB, pour toute modification proposée à la propriété. J'ai accueilli 2 hauts responsables de l'OFB pour une étude de 3 jours, ce qui a abouti à de nouveaux marqueurs de délimitation et à une signalisation gouvernementale officielle le long du périmètre de la propriété. Ces panneaux indiquaient clairement le statut protégé et incluaient les coordonnées des autorités, bien qu'ils aient été placés aux limites de la propriété, loin de la route d'accès principale. La protection juridique finale est venue de ma propre initiative. Préoccupé par les pressions de développement dans la région, j'ai demandé et obtenu un statut de conservation supplémentaire par le biais d'un programme patrimonial régional. Cela a ajouté une autre couche de surveillance, exigeant l'approbation de plusieurs agences pour toute modification proposée à l'utilisation des terres. Toutes ces protections légales étaient méticuleusement documentées dans les registres fonciers, jointes à l'acte de propriété, et déposées auprès de multiples agences régionales et nationales. Toute recherche de titre légitime ou examen juridique approprié aurait immédiatement révélé ces restrictions. La vente que mon frère a organisée n'a pu se produire que par une fraude délibérée et le contournement des procédures légales normales. 6 semaines avant de partir pour la Laponie, j'ai rencontré mes contacts en matière de conservation, spécifiquement pour les informer de mon absence prolongée et pour m'assurer que tout le suivi se poursuivrait. Je leur ai présenté le docteur Éléonore Hiver, une collègue qui vérifierait la propriété mensuellement en mon absence. J'ai déposé une notification formelle d'absence temporaire auprès du bureau du programme de conservation, incluant ma date de retour prévue et mes coordonnées d'urgence. J'ai envisagé de parler à ma famille de ces protections à plusieurs reprises au fil des ans, mais j'ai toujours décidé de ne pas le faire. Leur attitude dédaigneuse envers la conservation et la protection de l'environnement me faisait craindre qu'ils ne considèrent ces restrictions comme un problème à résoudre plutôt qu'un engagement à honorer. Je craignais qu'ils ne tentent des contestations judiciaires des servitudes ou ne me pressent de trouver des failles. Rétrospectivement, j'aurais dû être plus transparente, ne serait-ce que pour éviter la situation qui se déroulait maintenant. Mais j'avais naïvement cru que les procédures légales standards empêcheraient toute vente non autorisée, que le plan de mon frère serait stoppé par les protocoles immobiliers normaux. Ce que je n'avais pas prévu, c'était l'ampleur du désespoir et de la malhonnêteté de mon frère. En falsifiant des documents, en se faisant passer pour moi et en contournant probablement les examens juridiques appropriés, il avait créé une tempête parfaite de violations légales qui allait bientôt s'abattre sur toutes les personnes impliquées. Le lendemain du dîner de famille, j'ai rendu visite à mon avocat avec toute la documentation sur la conservation. Elle a examiné les documents avec une inquiétude croissante. C'est extraordinairement grave, a-t-elle finalement dit. La vente frauduleuse de terres protégées par l'État implique de multiples violations pénales, usurpation d'identité, fraude postale, fraude électronique si des communications électroniques ont été impliquées, et violation d'au moins 3 lois sur la protection de l'environnement. Dois-je contacter directement les autorités, ai-je demandé. Elle a réfléchi attentivement avant de répondre. Pas encore. Le système a des protections automatiques qui devraient s'activer bientôt. Les nouveaux propriétaires tenteront inévitablement d'apporter des modifications à la propriété, ce qui déclenchera des examens par les agences, où ils découvriront les restrictions lors de leur propre diligence raisonnable et sonneront l'alarme. Et votre frère, vos parents, ils ont créé cette situation eux-mêmes par des actions frauduleuses délibérées, a-t-elle répondu fermement. Votre intervention maintenant pourrait en fait compliquer les choses ou potentiellement vous impliquer dans la fraude. Documentez tout.
Maintenez votre correspondance normale avec les responsables de la conservation, mais laissez le système fonctionner comme prévu. J'ai quitté son bureau avec des émotions mitigées. Une partie de moi voulait avertir ma famille de la tempête à venir, les protéger malgré leur trahison. Mais une autre partie, celle qui avait enduré des années de mépris et de manque de respect, reconnaissait que les conséquences naturelles pourraient être le seul langage qu'ils comprendraient. En retournant à l'appartement de Léa, j'ai réservé un vol pour la Savoie pour le lendemain. Je devais voir ma propriété, m'assurer qu'elle restait intacte pendant que les procédures judiciaires se dérouleraient inévitablement. Pendant que je faisais mes valises, mon téléphone a vibré avec un texto de Damien, rendez-vous avec le conseiller en investissement demain à 14 h. Sois prête à signer les papiers de transfert. Ton avenir commence maintenant. Je n'ai pas répondu. Son avenir était sur le point de prendre un tournant très différent de ce qu'il prévoyait. Le matin Savoyard m'a accueilli avec un confort familier, l'air frais de la montagne remplissant mes poumons alors que je conduisais sur la route familière menant à mon chalet. Les couleurs de l'automne peignaient le paysage en ambre et en or, un contraste frappant avec mon trouble intérieur. En tournant sur le chemin de terre privé menant à ma propriété, le premier signe de problème est apparu, littéralement, sous la forme d'un panneau, futur site de la retraite de montagne Ellison, planté près de mon allée. Mon cœur s'est emballé alors que je continuais vers le chalet, soulagé de le trouver toujours debout et apparemment intact. J'ai déverrouillé la porte et suis entré, ressentant immédiatement l'étreinte accueillante de l'espace simple que mes grands-parents avaient aimé. Tout était resté comme je l'avais laissé il y a 6 mois, préservé dans le temps comme un musée d'une vie plus simple. Après avoir confirmé que l'intérieur du chalet n'avait pas été touché, j'ai parcouru la propriété, vérifiant les stations de recherche et les caméras de surveillance de la faune que j'avais installées. Rien ne semblait encore dérangé, bien que de nouveaux piquets d'arpenteurs soient apparus le long de la frontière et, des marqueurs orange fluorescents se détachant de manière criarde contre le paysage naturel. J'ai tout photographié méthodiquement, le panneau non autorisé, les piquets d'arpentage et les marqueurs de délimitation nationaux intacts. Chaque image était horodatée et géolocalisée, créant un enregistrement documentaire de l'état actuel de la propriété. De retour au chalet, j'ai trouvé assez de réseau pour recevoir une rafale de textos de Damien, de plus en plus exigeant sur la rencontre avec les conseillers financiers et la signature des documents. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur le contact avec le docteur Hiver, qui avait surveillé la propriété en mon absence. J'ai documenté 2 visites de ceux qui semblaient être des architectes il y a environ 1 mois, a-t-elle rapporté lors de notre appel. Ils mesuraient et prélevaient des échantillons de sol près du chalet. Je leur ai dit qu'ils étaient sur une propriété privée sans permission, mais ils m'ont montré des documents prétendant représenter le propriétaire. Avez-vous contacté les responsables de la conservation, ai-je demandé. Immédiatement, a-t-elle confirmé. J'ai parlé avec le directeur régional de l'OFB. Il a dit qu'il n'avait reçu aucune notification de développement proposée, ce qui a immédiatement soulevé des drapeaux rouges. Ils ont ouvert une enquête ce jour-là. Cela expliquait pourquoi le processus était déjà en marche. Les autorités avaient été alertées il y a des semaines, ce qui signifiait que l'enquête était bien avancée. J'ai remercié le docteur Hiver pour sa diligence et j'ai mis fin à l'appel avec un étrange mélange de justification et d'appréhension. Mon avocat a appelé ce soir-là avec une mise à jour. Les acheteurs ont demandé des permis de construire auprès de la mairie la semaine dernière, a-t-elle expliqué. Cela a automatiquement déclenché une notification aux agences nationales en raison du statut de la propriété. L'Agence de l'environnement et l'OFB ont déjà contacté la mairie pour arrêter tout processus d'autorisation. Ont-ils contacté les acheteurs, ai-je demandé. Pas directement. D'après ce que je comprends, ils mènent d'abord leur enquête, ce qui inclut la vérification de la chaîne de titres et les circonstances de la vente. Étant donné l'absence totale des notifications et approbations requises, ils abordent cela comme une affaire potentiellement criminelle. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, à Genève, Thomas et Valérie Ellison ressentaient les premières secousses du tremblement de terre sur le point de bouleverser leur vie. Le riche cadre de la tech et sa femme décoratrice d'intérieur avaient acheté ce qu'ils croyaient être l'emplacement parfait pour leur retraite de montagne de rêve, un endroit pour échapper aux pressions du pôle technologique de Genève. Leur architecte avait soumis des plans préliminaires au service d'urbanisme de la commune pour une maison moderne de 550 mètres carrés avec des baies vitrées, une piscine à débordement surplombant la vallée et un aménagement paysager extensif. Le projet nécessitait l'enlèvement de la plupart des arbres existants près du chalet et le nivellement de portions importantes de la propriété. Les Ellison avaient engagé un prestigieux cabinet d'avocats pour gérer la transaction,
mais dans leur empressement à sécuriser la propriété avant des acheteurs concurrents, ils avaient accepté des procédures de diligence raisonnables abrégées. Leur avocat avait effectué des recherches de titres de base montrant une propriété claire, mais n'avait pas découvert les servitudes de conservation enfouies dans des décennies de registres fonciers. 7 jours après avoir soumis leur plan de développement, leur architecte a reçu une lettre au ton ferme du service d'urbanisme, avec copie à plusieurs agences nationales. La lettre rejetait leur demande et citait de nombreuses violations des restrictions de conservation et des protections nationales. Confus et alarmés, les Ellison ont contacté leur avocat, qui a entamé une enquête plus approfondie et frénétique sur le statut juridique de la propriété. Ce qu'il a découvert l'a fait se précipiter chez ses clients ce soir-là avec des nouvelles dévastatrices. Ils avaient acheté un terrain qui ne pourrait jamais être développé comme prévu, une propriété liée par des servitudes de conservation perpétuelle et protégée comme habitat essentiel pour des espèces menacées. L'avocat a immédiatement demandé tous les documents relatifs à la vente, découvrant des irrégularités flagrantes dans la transaction. Le vendeur, soi-disant injoignable en expédition, n'avait jamais communiqué directement avec aucune partie impliquée dans la vente. Toutes les communications étaient passées par un représentant non enregistré qui avait fourni des signatures électroniques et une documentation minimale. Alors que l'équipe juridique des Ellison creusait plus profondément, ils ont découvert les protections nationales étendues sur la propriété et l'absence totale de notifications obligatoires aux agences gouvernementales concernant la vente. À ce stade, leur avocat a reconnu qu'ils avaient affaire à une fraude potentielle et a contacté directement les autorités pour protéger les intérêts de ses clients. De retour en Savoie, je suis resté dans mon chalet, documentant tout et maintenant un contact régulier avec mon avocat. Le 4e jour après mon arrivée, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, c'est Thomas Ellison. Je crois qu'il y a eu un grave malentendu concernant la propriété que je vous ai achetée. Veuillez me contacter immédiatement. J'ai transféré le message à mon avocat sans répondre. Elle m'a conseillé de poursuivre ma politique de non-engagement car les autorités enquêtaient activement. Le lendemain matin a apporté le développement que j'attendais. Mon téléphone a sonné avec le numéro de Damien, sa voix frénétique quand j'ai répondu. « Qu'est-ce qui se passe avec ta propriété ?» a-t-il exigé sans salutation. L'avocat de l'acheteur n'arrête pas d'appeler à propos de bêtises de protection gouvernementale. Il dit que la vente pourrait être invalide. Ça semble préoccupant, ai-je répondu d'un ton neutre. Qu'ont-ils dit exactement? Quelque chose à propos de servitude de conservation et de permis pour espèces menacées. Complètement absurde. Tu étais au courant de ça. Je sais que mes grands-parents attachaient de l'importance à la conservation, ai-je répondu, honnêtement mais incomplètement. La voix de Damien s'est élevée de frustration. Leur avocat nous menace de poursuites judiciaires, Chloé, contre la famille. Tu dois régler ça immédiatement. Régler quoi, exactement? Tu as vendu une propriété qui ne t'appartenait pas de vendre, Damien. Tu as falsifié ma signature et t'es fait passer pour moi dans une transaction immobilière. Qu'est-ce que tu voudrais que je règle exactement dans cette situation? Son silence momentané a trahi la première reconnaissance qu'il avait peut-être gravement mal calculée. C'est à propos de l'argent, n'est-ce pas? Tu es en colère que je l'ai vendu sans te le dire d'abord. Écoute, on peut s'arranger pour un meilleur partage si c'est ce que tu veux. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je répondu calmement. Il s'agit de la loi et des conséquences. Ne sois pas dramatique. C'est juste de la paperasse environnementale. On peut contourner ça. Certaines choses ne peuvent pas être contournées, Damien. Certaines actions ont des conséquences qui ne peuvent pas être négociées. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai entendu une agitation en arrière-plan et la voix de mon père exigeant le téléphone. Chloé, a dit mon père sèchement. Quel que soit le jeu auquel tu joues, il doit cesser immédiatement. Ton frère essayait de t'aider, et maintenant tu crées un cauchemar juridique pour tout le monde. Je ne joue à aucun jeu, papa. Je suis dans mon chalet en ce moment, la propriété que Damien a vendue illégalement sans mon consentement. Je n'ai contacté personne et n'ai intenté aucune action en justice. La situation que vous vivez est le résultat naturel de la vente de terres protégées par l'État sans autorisation appropriée. Des terres protégées? De quoi parles-tu? J'ai brièvement expliqué les servitudes de conservation et les désignations d'espèces menacées, des informations qui étaient disponibles dans les registres publics depuis des décennies. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ces restrictions, a-t-il exigé, comme si j'avais délibérément tendu un piège? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que ça aurait empêché Damien de falsifier ma signature et de vendre ma propriété sans permission?
Son silence a répondu à ma question plus honnêtement que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. L'avocat de l'acheteur a appelé ce matin, a-t-il finalement dit, sa voix plus basse, l'inquiétude remplaçant la colère. Il a mentionné que la gendarmerie est impliquée maintenant. Est-ce vrai? Les violations de la protection des terres nationales relèvent de la juridiction nationale, ai-je confirmé. L'usurpation d'identité et la fraude électronique dans les transactions immobilières sont également des crimes. La gravité de la situation semblait enfin le pénétrer. Que pouvons-nous faire pour arranger ça, a-t-il demandé, sa confiance habituelle ébranlée. Je ne sais pas si ça peut être arrangé, papa. Certaines choses sont irréversibles. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le porche de mon chalet, regardant les aigles royaux planer au-dessus de la forêt protégée. Leur liberté, un contraste frappant avec le drame humain enchevêtré en bas. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était hors de mon contrôle, mis en mouvement par les actions de mon frère et les protections légales que mes grands-parents avaient sagement établies des décennies auparavant. Mon téléphone a sonné à nouveau cet après-midi-là. Cette fois, c'était un appel formel de la brigade de gendarmerie locale, demandant un entretien concernant la vente frauduleuse de propriétés protégées par l'État. Les conséquences que ma famille craignait arrivaient maintenant de manière officielle, et aucun de nous ne pouvait rien faire pour les arrêter. 3 jours après que la gendarmerie m'a contacté, je suis retourné à Lyon à leur demande pour faire des déclarations formelles sur la propriété et la vente non autorisée. J'ai pris une chambre dans un hôtel du centre-ville plutôt que de rester chez Léa, ayant besoin d'espace pour digérer la situation qui évoluait rapidement. L'enquête avançait avec une vitesse surprenante, l'intersection des crimes environnementaux et de la fraude financière suscitant une attention sérieuse. Je venais de rentrer d'un entretien de 2 heures au palais de justice lorsque le téléphone de ma chambre d'hôtel a sonné. La réception m'a informé que ma famille était dans le hall, insistant pour me voir. Après un moment d'hésitation, j'ai accepté de les rencontrer dans une salle de conférence privée que l'hôtel mettait à disposition. Ils sont arrivés avec une apparence différente de celle du groupe confiant et satisfait de notre dîner de la semaine précédente. Le visage de mon père était tiré par l'inquiétude, ma mère semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours, et Damien avait l'air positivement malade, des cernes sombres sous des yeux injectés de sang suggérant des nuits blanches. L'avocat de l'acheteur a appelé en hurlant ce matin, a lâché Damien dès que la porte s'est refermée derrière nous. Il y a des enquêteurs à leur bureau à Genève. Des enquêteurs, Chloé. Ils menacent de nous poursuivre en justice pour des millions pour déclarations frauduleuses. Je suis resté debout près de la porte, maintenant une distance physique et émotionnelle. Cela semble être une conséquence naturelle de la fraude. Ce n'est pas drôle, est intervenue ma mère, la voix tremblante. C'est la réputation de notre famille, notre entreprise. Ton père a dû faire jouer ses relations juste pour que notre avocat prenne ses appels. J'ai été interrogé 2 fois par les gendarmes, a dit Damien, passant ses mains dans ses cheveux en désordre. Il parle d'accusations de fraude électronique et d'usurpation d'identité. De véritables accusations criminelles, Chloé. Tu as falsifié ma signature et t'es fait passer pour moi dans une transaction financière, ai-je répondu calmement. Ce sont des crimes, Damien. À quoi t'attendais-tu exactement? Je m'attendais à ce que ma sœur aide à régler un malentendu au lieu de laisser sa famille dans le pétrin, a-t-il crié, le visage empourpré. Mon père s'est avancé, adoptant sa posture de solutionneur de problèmes. Chloé, nous comprenons que tu sois contrariée de ne pas avoir été consultée. C'était clairement une erreur. Mais il doit sûrement y avoir un moyen de s'en sortir qui n'implique pas des accusations et des procès. Le statut de conservation peut être modifié, les restrictions levées. J'ai secoué la tête lentement. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les servitudes de conservation perpétuelle, papa. Elles sont permanentes par conception. C'est tout l'intérêt. Mes grands-parents se sont assurés que cette terre resterait protégée pour toujours, quel que soit le propriétaire. Tout a un prix, a-t-il insisté. Les réglementations environnementales sont contournées tout le temps pour les bons projets avec les bonnes relations. Pas celles-ci. Elles sont attachées au titre de propriété lui-même, renforcées par plusieurs lois nationales, et liées à la protection des espèces menacées. Elles n'ont pas été créées par un conseil municipal que l'on peut presser ou soudoyer. Ma mère a essuyé des larmes avec un mouchoir monogrammé. Ton père essaie de trouver des solutions, Chloé. Pourquoi es-tu si difficile? L'accusation familière m'a presque fait rire. Être difficile, dans ma famille avait toujours signifié avoir des limites, des priorités ou des valeurs différentes des leurs. Je ne suis pas difficile. J'énonce des faits.
La propriété ne peut pas être développée. La vente était frauduleuse à plusieurs niveaux. Ce ne sont pas des problèmes que j'ai créés ou que je peux régler d'un coup de baguette magique. Damien a frappé du poing sur la table de conférence. Tu pourrais leur dire que tu m'avais autorisé à agir en ton nom. Tu pourrais dire que tu as changé d'avis sur la vente. Tu veux que je commette un parjure lors d'une enquête, ai-je demandé, incrédule. Pour te protéger des conséquences d'actions que tu as librement admises comme étant délibérées et calculées? Je l'ai fait pour toi, a-t-il crié, le désespoir faisant craquer sa voix. 800 000 euros. J'ai obtenu le meilleur prix pour un chalet sans valeur que tu visites 2 fois par an. J'ai étudié attentivement mon frère, me demandant s'il croyait réellement à sa propre justification. Ce chalet et la terre sur laquelle il se trouve n'ont pas de prix pour moi, Damien. Non pas à cause de leur valeur monétaire, mais à cause de ce qu'ils représentent. Mes grands-parents m'ont confié quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils savaient que je protégerais et honorerais. Oh, épargne-nous le discours de la croisée de l'environnement, a sèchement répliqué ma mère. Cette attitude moralisatrice n'aide personne. Mon père, toujours pragmatique, a essayé une autre approche. Les acheteurs sont les vraies victimes ici. Ils ont payé cher pour une propriété qu'ils ne peuvent pas utiliser comme prévu. Si nous pouvions juste vous réunir, toi et eux, dans une pièce, peut-être négocier une sorte de règlement. Les acheteurs n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable avant d'acheter, ai-je souligné. Leur avocat a pris des raccourcis dans la recherche de titres. Damien a délibérément contourné les procédures normales et a falsifié des documents. Je ne suis pas responsable de la résolution des problèmes créés par les choix des autres. Alors, tu vas laisser ton frère aller en prison, a murmuré ma mère finalement, saisissant la gravité de la situation. Ta propre famille. La question est restée en suspens entre nous, lourde de sous-entendus. Pour la première fois, j'ai vu une peur sincère dans les yeux de Damien, son assurance fanfaronne complètement évaporée. Je n'ai pas créé cette situation, ai-je finalement dit. J'ai simplement laissé le processus juridique naturel se dérouler sans interférence, le même processus qui aurait empêché la vente si Damien ne l'avait pas délibérément contourné. Qu'est-ce que tu veux, a demandé Damien, la voix creuse. De l'argent, des excuses? Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu nous aides? La question a révélé à quel point il mécomprenait encore fondamentalement la situation et moi-même. Il croyait toujours que c'était une négociation, un jeu de levier où la bonne offre résoudrait tout. Il ne s'agit pas de ce que je veux, Damien. Certaines choses ne peuvent pas être marchandées. Certaines actions ont des conséquences qui échappent à notre contrôle. Mon père, sentant que la conversation ne progressait pas comme espéré, est passé en mode gestion de crise. Nous devons présenter un front uni aux autorités. La loyauté familiale doit passer avant tout. Quelles que soient nos divergences privées, nous les réglons en interne, pas en laissant des forces extérieures nous déchirer. Le refrain familier de la loyauté familiale m'a frappé différemment cette fois. Pendant des années, cela avait été le levier émotionnel utilisé pour obtenir des concessions et faire taire les désaccords. La loyauté familiale avait toujours été une rue à sens unique dans la maison du bois, allant de moi vers eux, jamais réciproque. Où était la loyauté familiale quand vous avez décidé de vendre ma propriété sans permission, ai-je demandé doucement. Où était la loyauté quand vous avez falsifié mon nom et vous êtes fait passer pour moi? Où était-elle quand vous avez célébré le fait de m'avoir pris quelque chose de précieux contre ma volonté? Personne n'a répondu. La question n'était pas destinée à recevoir une réponse, mais seulement à souligner l'hypocrisie de leur appel actuel. J'ai été interrogé par des enquêteurs, ai-je poursuivi. Je leur ai dit toute la vérité, que je n'ai jamais autorisé la vente, jamais communiqué avec les acheteurs, et que je n'étais pas au courant de la transaction avant qu'elle n'ait eu lieu. Je n'ai pas porté plainte ni exigé de poursuite. Le processus juridique se déroule sur la base des faits de l'affaire, pas de mes souhaits. Alors tu te laves les mains de nous, a conclu amèrement ma mère. Non. Je laisse les conséquences naturelles des actions se dérouler. Il y a une différence. Damien, qui était resté inhabituellement silencieux, a levé les yeux rougis. Le gendarme a dit que je pourrais encourir jusqu'à 20 ans de prison si j'étais reconnu coupable de toutes les charges potentielles. 20 ans, Chloé. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de véritable compassion pour mon frère. Malgré tout, je ne voulais pas le voir incarcéré pendant des décennies. Ses actions méritaient des conséquences, mais peut-être pas celles qui détruiraient toute sa vie. Je ne peux pas arrêter l'enquête, ai-je dit honnêtement,
mais je ne les ai pas non plus encouragés à réclamer les peines maximales. Ce qui se passera maintenant dépend en partie de la façon dont vous procéderez. C'est-à-dire, a demandé sèchement mon père. Une honnêteté et une coopération complète avec les autorités, une restitution totale aux acheteurs, et une reconnaissance de l'acte répréhensible plutôt que de continuer à le justifier. Mon frère a regardé notre père, qui a fait un léger signe de tête. Et si nous faisons ça, a demandé Damien, parleras-tu en ma faveur? Leur diras-tu que tu ne veux pas que des poursuites soient engagées? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je leur dirai honnêtement que je crois que tu comprends la gravité de tes actions et que tu en prends la responsabilité. Je ne mentirai pas et ne déformerai pas les faits, mais je ne plaiderai pas non plus pour des peines maximales. Ce n'était pas l'absolution totale qu'ils étaient venus chercher, mais c'était tout ce que je pouvais honnêtement offrir. Mon père a reconnu que c'était le meilleur accord possible et a fait un signe de tête bref. Nous devrions rencontrer notre avocat immédiatement, a-t-il dit à Damien, puis il s'est retourné vers moi. Ce n'est pas fini, Chloé. Quand la poussière sera retombée, nous devrons avoir une conversation sérieuse sur ta place dans cette famille. La menace aurait pu me blesser autrefois. Maintenant, elle me semblait presque libératrice. J'ai hâte, ai-je répondu avec une sincérité totale. Après leur départ, j'ai appelé mon avocat pour la mettre au courant de la conversation. Elle a salué ma gestion de la situation tout en m'avertissant que le chemin à parcourir serait probablement long et potentiellement douloureux pour toutes les personnes impliquées. Alors que le soir tombait sur Lyon, je me suis assise près de la fenêtre de mon hôtel, regardant les lumières de la ville remplacer le coucher du soleil. Mon téléphone a vibré avec un texto de Damien, rendez-vous avec la gendarmerie demain matin. Nous dirons toute la vérité. Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné. C'était la chose la plus proche d'une gratitude sincère que j'avais reçue de mon frère depuis des années. Peut-être que de ces décombres, quelque chose d'authentique pourrait finalement être sauvé. Seul le temps le dirait. Les 3 mois suivants se sont déroulés dans un tourbillon de procédures judiciaires, de tensions familiales et de recalibrage personnel. L'enquête a progressé méthodiquement, avec la pleine coopération de Damien comme promis. Sa confession a détaillé non seulement les documents falsifiés et l'usurpation d'identité, mais a également impliqué mes parents dans la facilitation en connaissance de cause de la vente frauduleuse. Mon père, en faisant jouer ses relations et une équipe juridique coûteuse, a négocié un accord d'immunité en échange de son témoignage sur des schémas plus larges de pratiques commerciales douteuses dans l'immobilier local. Ma mère, techniquement non impliquée dans l'exécution de la fraude mais en étant consciente, a évité les accusations mais a subi l'humiliation sociale qu'elle avait toujours le plus redoutée. Les Ellison, en apprenant toutes les circonstances de la fraude, ont dirigé leur action en justice principalement contre Damien et mes parents plutôt que contre moi. Leur avocat m'a contacté directement, exprimant sa gratitude pour ma transparence et ma coopération avec les autorités. Ils ont finalement reçu une restitution complète plus des dommages et intérêts supplémentaires, financés principalement par la liquidation de plusieurs des propriétés d'investissement de mes parents. Les conséquences juridiques pour Damien, bien que significatives, ont été moins catastrophiques que le scénario qu'il avait initialement craint. Avec sa coopération, sa confession complète et ma déclaration selon laquelle je ne cherchais pas la peine maximale, il a obtenu un accord de plaidoyer, 3 ans dans un établissement pénitentiaire pour peines aménagées, suivi de 5 ans de probation et d'amende substantielle. La condamnation signifiait que sa carte professionnelle d'agent immobilier était révoquée de manière permanente, fermant la porte à la carrière qu'il avait suivie depuis l'université. L'entreprise familiale a subi des dommages de réputation importants alors que les détails de l'affaire devenaient publics. Plusieurs contrats en cours se sont effondrés car les partenaires se sont retirés, préoccupés par les risques juridiques associés. Mon père, à 62 ans, a dû reconstruire une entreprise qui avait été la pierre angulaire de son identité et la source de sa fierté considérable. Pendant cette période, la famille s'est fracturée de manière inattendue. Nathalie, ma sœur avocate d'affaires qui était restée en marge lors de la confrontation initiale, est devenue une alliée inattendue. Sa formation juridique lui a donné une clarté sur la gravité des actions de Damien que mes parents semblaient incapables de saisir. Ce qu'il a fait était indéfendable, m'a-t-elle dit lors d'un rare déjeuner entre sœurs 6 semaines après la confrontation à l'hôtel. J'ai examiné les dossiers de l'affaire. Ce n'était pas un malentendu ou un oubli. C'était une fraude calculée. Venant de Nathalie, qui s'était toujours alignée sur les valeurs et les attentes de nos parents, cette reconnaissance signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pourquoi penses-tu qu'ils ne peuvent pas le voir? Ai-je demandé, sincèrement curieuse des justifications continues de nos parents.
Elle a réfléchi en remuant son café. Ils ont passé des décennies à contourner les règles et à repousser les limites en affaires. La ligne entre les tactiques agressives et les tactiques illégales s'est probablement estompée il y a longtemps. De plus, admettre que Damien a fait quelque chose de vraiment mal signifie reconnaître leur rôle dans sa formation. Et dans sa complaisance, ai-je ajouté. Et dans sa complaisance, a-t-elle convenu avec un soupir. Le fils prodigue ne pouvait faire aucun mal, même lorsqu'il se dirigeait clairement vers le désastre. Cette nouvelle honnêteté entre nous a créé un espace pour une réconciliation qu'aucune de nous n'avait anticipée. Nathalie a admis qu'elle avait envié mon courage de tracer ma propre voie, tandis que j'ai avoué envier sa facilité apparente à répondre aux attentes familiales. Mes parents, cependant, sont restés ancrés dans le ressentiment. Malgré les preuves accablantes de mes faits, ils ont continué à présenter la situation comme une trahison familiale de ma part. Mon père, en particulier, a eu du mal avec ce qu'il percevait comme mon rôle dans l'atteinte à la réputation de l'entreprise familiale. « Tu aurais pu gérer ça en privé », a-t-il insisté lors d'une réunion tendue avec les avocats de la famille. Au lieu de ça, tu as laissé les autorités traîner notre nom dans la boue. Je n'ai pas invité les autorités dans cette situation, lui ai-je rappelé calmement. C'est Damien qui l'a fait en vendant illégalement des terres protégées. Je n'ai simplement pas fait obstruction à leur enquête ni menti pour le protéger. Ma mère a maintenu une distance froide, annulant nos déjeuners occasionnels et m'excluant des petites réunions de famille. La blessure était réelle, mais moins dévastatrice qu'elle aurait pu l'être des années plus tôt. À 35 ans, j'avais construit une vie qui ne tournait pas autour de la recherche de leur approbation, une liberté qu'ils n'avaient jamais pleinement comprise ni respectée. 6 mois after la confrontation initiale, alors que Damien purgeait sa peine et que les procédures judiciaires étaient largement résolues, j'ai invité mes parents au chalet. À ma surprise, ils ont accepté, peut-être par curiosité pour la propriété qui avait causé un tel bouleversement. Ils sont arrivés par une claire journée d'automne, la forêt embrassée par les couleurs de l'automne. J'ai observé leurs expressions alors qu'ils sortaient de leur voiture de luxe, contemplant le modeste chalet et le cadre naturel à couper le souffle. « C'est donc ça qui a fait tout ce foin ?» a demandé ma mère, en désignant la petite structure. « C'est si rustique. Le chalet lui-même n'est pas le plus important, ai-je expliqué en les menant vers un sentier de randonnée. C'est ce qui l'entoure qui compte. » Au cours des 2 heures suivantes, je leur ai montré des choses qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir ou de comprendre, les espèces d'orchidées rares poussant dans des bosquets protégés, les aires de nidification des aigles visibles depuis certains points de vue, l'écosystème délicat que mes grands-parents avaient reconnu comme méritant d'être préservé. Mon père est resté largement silencieux, posant occasionnellement des questions étonnamment réfléchies sur les stratégies de conservation. Ma mère a maintenu une distance polie, clairement mal à l'aise dans des chaussures de randonnée empruntées pour l'occasion. Au point le plus élevé de la propriété, surplombant une vallée où la forêt nationale s'étendait vers des montagnes lointaines, je me suis arrêté pour les laisser absorber la vue. « Tes grands-parents t'ont laissé plus que de la terre », a dit mon père, rompant enfin un long silence. « Ils t'ont laissé leur valeur. Je le vois maintenant. » Ce n'étaient pas des excuses ni même une reconnaissance complète des méfaits, mais de la part de mon père, c'était une concession significative. Ma mère n'a rien dit, mais son expression s'était légèrement adoucie, voyant peut-être pour la première fois quelque chose de valeur réelle dans le chemin que j'avais choisi. Alors que nous retournions vers le chalet, un message texte est arrivé de Nathalie, Damien a appelé de prison. Il s'est inscrit à un cours de sciences de l'environnement. Il dit qu'il veut mieux comprendre ton monde. J'ai montré le message à mes parents, observant les émotions mitigées qui se lisaient sur leur visage, confusion, scepticisme, et peut-être une lueur d'espoir que quelque chose de positif pourrait émerger de ce chapitre douloureux. De retour au chalet, en préparant un simple déjeuner, mon père a posé la question qui les avait probablement amenés ici. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, Chloé ? Avec la famille ? » « Cela dépend de ce que tout le monde veut qu'il se passe, ai-je répondu honnêtement. Les relations peuvent guérir, mais elles doivent être basées sur le respect mutuel, pas seulement sur l'ADN partagé. Tu fais comme si c'était si simple, a dit ma mère avec une lassitude inattendue. Ce n'est pas simple du tout. C'est probablement le travail le plus difficile que nous puissions faire, mais peut-être que ça en vaut la peine. Ils sont partis cet après-midi-là sans percée spectaculaire ni déclarations émotionnelles. Mais quelque chose avait subtilement changé. Le faux-semblant qui avait caractérisé notre relation pendant des décennies, la fiction que nous nous comprenions et nous acceptions mutuellement, avait été remplacé par quelque chose de plus honnête, bien que moins confortable.
En regardant leur voiture disparaître sur le chemin de terre, je n'ai ressenti ni triomphe ni amertume, mais une certitude tranquille que toute relation que nous reconstruirions serait plus authentique que celle qui existait auparavant. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche de mon chalet, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs qu'aucun développement humain ne pourrait améliorer. Mon téléphone a vibré avec un message d'une source inattendue, Damien, écrivant depuis le système de messagerie de la prison, le professeur de sciences de l'environnement a mentionné les servitudes de conservation aujourd'hui. Maintenant, je comprends enfin ce que tu essayais de protéger. Je suis désolé de ne pas avoir pu le voir avant. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu le saches. Ce n'était pas une résolution ni une rédemption, mais c'était quelque chose qu'aucun de nous n'avait réussi auparavant, un moment de véritable compréhension à travers le fossé qui nous avait séparés si longtemps. Un an après le dîner de famille fatidique où Damien a annoncé la vente de ma propriété, je me tenais sur le porche du chalet, regardant des bénévoles planter des jeunes plants indigènes le long de la frontière. La zone endommagée par les arpenteurs et les travaux préliminaires effectués par les entrepreneurs des Ellison était en cours de restauration avec l'aide de groupes de conservation locaux et d'étudiants universitaires. Les suites judiciaires s'étaient finalement stabilisées. Damien en était à 8 mois de sa peine de 3 ans, écrivant des lettres régulières qui révélaient une personne que je reconnaissais à peine, plus réfléchie et moins motivée par le succès matériel. Mes parents avaient réduit la taille de leur maison et leur style de vie, en partie par nécessité financière après les règlements judiciaires et en partie à cause d'une perspective changeante sur ce qui comptait. L'entreprise familiale continuait mais sous une forme modifiée, se concentrant sur des projets de développement écologiquement durable, un virage que mon père prétendait purement pratique dans le marché actuel, mais qui suggérait une recalibration plus profonde. Ma mère avait surpris tout le monde en faisant du bénévolat dans un programme de jardinage communautaire, découvrant une satisfaction inattendue à nourrir les choses qui poussent. Nathalie et moi avions établi une nouvelle tradition de randonnée mensuelle, parfois sur ma propriété et parfois dans des réserves forestières près de Lyon. Au cours de ces promenades, nous avons reconstruit une relation basée sur une compréhension adulte plutôt que sur une rivalité d'enfance, découvrant un terrain d'entente que ni l'une ni l'autre n'avions reconnu auparavant. Le chalet lui-même avait également évolué. Grâce à des subventions de fondations et au soutien d'organisations de conservation impressionnées par l'issue de l'affaire, j'avais agrandi les installations de recherche tout en maintenant le caractère rustique de la propriété. Des étudiants en master menaient désormais régulièrement des études de terrain sur le terrain, documentant le rétablissement des espèces et la santé de l'écosystème. Les Ellison, après leur colère et leur déception initiale, étaient devenus des alliés inattendus. Thomas Ellison, le cadre de la tech dont la maison de rêve s'était dissoute dans des complications juridiques, m'a contacté 6 mois après la conclusion de l'affaire. Sa perspective avait radicalement changé après avoir appris l'importance écologique de la propriété. Nous voulions un endroit pour nous connecter avec la nature, a-t-il écrit dans un email qui a commencé notre correspondance. Je vois maintenant l'ironie de prévoir de détruire exactement ce que nous cherchions. Les Ellison ont finalement acheté une propriété différente à proximité, sans restriction de conservation, mais ont conçu une maison modeste qui minimisait l'impact environnemental. Ils sont devenus des partisans de la station de recherche, Thomas rejoignant le conseil consultatif et fournissant une technologie qui a amélioré nos capacités de surveillance. Plus surprenant encore, les autorités qui ont enquêté sur l'affaire m'ont mis en contact avec une initiative nationale de conservation recherchant des propriétaires fonciers désireux d'établir de nouvelles servitudes de conservation. J'ai commencé à consulter ce programme, partageant mon expérience et aidant à concevoir des systèmes de documentation améliorés qui empêcheraient des complications juridiques similaires pour d'autres propriétés protégées. Par une fraîche matinée d'octobre, j'ai accueilli une visiteuse spéciale au chalet, la juge Martine Harmon, qui avait présidé l'affaire de Damien et s'était particulièrement intéressée aux aspects de la conservation. Désormais à la retraite, elle avait demandé à visiter la propriété qui avait été au centre de l'une de ses dernières affaires. Il est rare dans mon métier de voir l'endroit réel au cœur d'une affaire juridique, a-t-elle commenté alors que nous marchions le long de la frontière et restaurée. Habituellement, tout n'est qu'abstraction et description sur papier. Le fait de le voir change-t-il votre perspective sur l'affaire, ai-je demandé. Elle a fait une pause, regardant la vallée où les aigles royaux planaient. Cela confirme que ma décision était correcte, mais cela ajoute une dimension. Ce n'est pas seulement une terre protégée sur papier. C'est un système vivant qui mérite d'être préservé. Sa validation signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer, renforçant le fait que la douloureuse rupture familiale avait servi un but plus grand. Ce soir-là, j'ai organisé une petite réunion au chalet pour les bénévoles, les chercheurs et les responsables de la conservation qui faisaient partie de ma communauté élargie.
Alors que la conversation coulait autour du foyer extérieur, je me suis éloigné un instant pour appeler Damien à l'heure autorisée par le système pénitentiaire. Comment s'est passée la plantation de restauration, a-t-il demandé immédiatement, ayant suivi le projet à travers nos lettres. Réussi. 30 bénévoles, plus de 300 jeunes plants indigènes plantés. Envoie des photos si tu peux. Mon professeur de sciences de l'environnement serait intéressé. Nous avons parlé pendant les 15 minutes autorisées, la gêne des appels précédents remplacée par une conversation sincère. Avant de raccrocher, il a dit quelque chose qui m'a surprise. Je comprends maintenant pourquoi grand-père et grand-mère t'ont laissé la terre. Il savait que tu verrais ce qui comptait vraiment à son sujet. Venant de Damien, qui avait autrefois qualifié toute ma carrière de « jeu avec les animaux », cela représentait un changement de perspective fondamental. La semaine suivante a apporté un autre développement significatif. Mes parents ont demandé une réunion de famille dans leur condominium plus petit mais toujours confortable. Nathalie et moi sommes arrivés ensemble, toutes deux appréhendant ce qui pourrait se passer. Mon père, l'air visiblement plus âgé mais d'une certaine manière plus en paix, est allé droit au but. Nous avons beaucoup réfléchi et parlé cette dernière année, a-t-il commencé, sur les valeurs familiales et l'héritage que nous voulons laisser. Ma mère a hoché la tête, ajoutant, ton père et moi avons décidé de créer une fondation familiale axée sur la conservation et le développement durable. J'ai échangé des regards surpris avec Nathalie. Nous aimerions que vous soyez toutes les deux impliquées, a poursuivi mon père. L'expertise juridique de Nathalie et les connaissances environnementales de Chloé. Cela ne rattrapera pas les erreurs du passé, mais cela pourrait créer quelque chose de positif pour l'avenir. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais de la part de mes parents, cela représentait un changement sismique, une reconnaissance que mes valeurs et mon travail avaient un mérite digne de leur soutien. Nous avons également créé un fonds en fiducie pour la libération de Damien, a ajouté ma mère, spécifiquement pour l'éducation et la réorientation de carrière. Il a exprimé un intérêt pour le conseil en conformité environnementale, en utilisant son expérience de l'immobilier d'une nouvelle manière. L'ironie n'a échappé à aucun d'entre nous. Le frère qui avait frauduleusement vendu des terres protégées, construisant potentiellement une future carrière en s'assurant que d'autres ne commettent pas d'erreurs similaires. Au cours des mois suivants, la fondation a pris forme, commençant par de modestes projets locaux mais s'étendant à mesure que mes parents redirigeaient leurs relations d'affaires vers des objectifs de conservation. Mon père, appliquant la même détermination qui avait bâti son empire immobilier, est devenu étonnamment efficace pour collecter des fonds pour des causes environnementales. Alors que l'anniversaire de la résolution de l'affaire approchait, j'ai reçu un colis inattendu de Damien. Les règlements de la prison interdisaient l'envoi de la plupart des articles, mais il avait reçu une permission spéciale pour celui-ci. Une plaque en bois fabriquée à la main dans l'atelier de la prison. Gravés dans le bois se trouvaient les mots « Terre protégée de la famille Dubois ». Établi en 1979. Préservé pour toujours. En dessous, il y avait une note, pour le chalet. Un rappel que certaines erreurs mènent à une meilleure compréhension. On se voit dans 2 ans, 4 mois et 17 jours. J'ai accroché la plaque à côté de la porte du chalet, un symbole tangible du chemin que nous avions parcouru et de tout ce qui avait changé. Ce soir-là, assise sur le porche en regardant le coucher du soleil, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. La trahison qui avait semblé dévastatrice avait finalement renforcé ma résolution et clarifié ce qui comptait vraiment. Les relations familiales qui s'étaient fracturées avaient commencé à guérir pour devenir des liens plus authentiques basés sur une compréhension sincère plutôt que sur une obligation. La terre protégée autour de moi, temporairement menacée mais finalement sécurisée, continuait son existence tranquille, indifférente au drame humain, mais profondément affectée par les choix humains. L'héritage de mes grands-parents avait perduré non seulement dans les protections légales, mais aussi dans les valeurs qui avaient finalement commencé à influencer même les membres les plus improbables de la famille. Alors que l'obscurité s'installait sur la forêt et que les étoiles apparaissaient au-dessus des arbres, j'ai pensé à partager cette histoire avec vous. Lorsque nous tenons bon pour ce qui compte, même à travers des confrontations douloureuses et des conséquences difficiles, nous créons des possibilités de croissance et de changement authentique qui n'existeraient peut-être jamais autrement. Avez-vous déjà dû tenir tête pour protéger quelque chose de précieux, même si cela signifiait affronter un conflit avec vos proches? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de maintenir vos limites? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez lui donner un j'aime et vous abonner pour en savoir plus sur la défense de ce qui compte, même lorsque ce n'est pas facile. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous que parfois,
les terres protégées les plus importantes sont les limites que nous fixons dans nos propres vies. Et c'est ainsi que se termine un autre chapitre. Merci de l'avoir vécu avec moi. Pour ne pas manquer ce qui s'en vient, assurez-vous de vous abonner et de faire partie de ce que nous construirons. Que cette histoire vous inspire à créer la vôtre. L'avenir nous attend. On se voit là-bas.